Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à votre émission Politis. Ce soir, je reçois le tout nouveau secrétaire exécutif du FNDI, Front National pour la Démocratie et l'Unité, Monsieur Mohamed Vaoud Belal. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Tout d'abord, je vous présente mon invité en quelques lignes. Il s'appelle Mohamed Vaoud Belal. Il est né en 1949 à Maqta al-Hajar, administrateur de son État, connu pour son militantisme au sein du MND, puis PKN. Avant de rejoindre le PPM, il a connu la prison en 1981 sous le règne de Mohamed Ould Haïdar, après l'échec du putsch du colonel Kader Ahmed Salim Enyang. Ministre des Affaires étrangères de la coopération sous Mouawiya Ould Ahmed Taher en 2003 jusqu'au coup d'État de 2005. Ambassadeur à Dakar, puis à Doha de 2007 à 2011. Depuis son retour au pays, il est consultant indépendant. Il rejoint le FNDU en tant qu'indépendant. Et enfin, il est le tout nouveau secrétaire exécutif du forum, en remplacement de mon dernier invité, M. Moussa Fall. C'est ça, j'ai été bref, monsieur le ministre. Très bien. Merci d'avoir. Excellent. Merci. Voilà. Pour commencer, une question de chaque semaine. Quelle analyse faites-vous de la situation politique qui prévaut en Mauritanie? Permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir invité à cette émission jugée très bonne par l'ensemble des téléspectateurs, jugée utile, disons une émission phare. Et je me rends compte qu'elle est d'autant plus que j'ai perçu les conditions dans lesquelles vous travaillez et qui appellent à un effort technique, physique, intellectuel très important. Merci beaucoup. J'ai saisi également l'occasion pour adresser mes salutations aux téléspectateurs qui ont bien voulu accepter ce retard devant leur télé pour suivre ce dialogue. La situation, la Mauritanie traverse une situation difficile. Difficile, je suis optimiste en le disant. D'autres diront qu'elle est catastrophique ou qu'elle est extrêmement difficile. Je dirais qu'elle est difficile et que l'ensemble des Mauritaniens aujourd'hui considèrent que les espoirs, les espérances nées de 54 années d'indépendance, quelques décennies de tentatives d'installer ou d'instaurer un régime démocratique sont déçus. Ce qui a été réalisé est en deçà des espérances des peuples mauritaniens. Ce qui se traduit par une inquiétude, je dirais même une angoisse chez Plidan. L'inquiétude est aujourd'hui le sentiment le plus partagé par les Mauritaniens. Tous s'interrogent avec perplexité sur l'avenir du pays. Où va la Mauritanie est aujourd'hui une question sur toutes les lèvres. Cela vient du fait, je crois, que notre société est en crise. Nous faisons face à deux systèmes de référence différents. Un système de référence traditionnel qui fait appel à des valeurs endogènes, des valeurs traditionnelles, des valeurs religieuses, des valeurs authentiquement mauritaniennes, et un système de référence globalisé, moderne,
Ce qui fait que nous parlons d'un côté coutume, tradition, tribu, caste, système moyenâgeux de société, et de l'autre, démocratie moderne, état de droit, technologie. Et ce qui fait que l'intégration entre ces deux systèmes est conflictuelle, insuffisante. Et nous n'avons pas réussi à faire l'intégration qu'il faut. Nous perdons de plus en plus notre attachement aux valeurs endogènes, aux valeurs traditionnelles, à nos propres valeurs, sans pouvoir leur substituer valablement et correctement les nouvelles valeurs du monde moderne et les valeurs globalisées. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est une société qui erre. C'est un État en quête de fondement. Dommage. Voilà. En nous détachant de nos valeurs traditionnelles, des valeurs qui sont les nôtres, nous subissons des valeurs globalisées, des valeurs externes qui se reflètent et se répercutent sur nous, créant une situation où, dans la crise dimensionnelle que vit le pays, et c'est laquelle je reviendrai, je ferai ressortir d'abord et avant tout la crise des valeurs. Prenez votre temps, monsieur le ministre. La crise des valeurs vient, à mon sens, avant la crise politique, économique, les crises de gouvernance, etc. Tout ceci est peu important par rapport à la crise des valeurs. Dans notre pays, la hiérarchie des valeurs est complètement bouleversée. L'individualisme, les égoïsmes de toutes sortes, les détournements de fonds, toutes les sortes de dérives sont là pour interpeller la conscience des Mauritaniens que nous sommes. Nous devenons de plus en plus une société empruntée, une société, je dirais, qui a rompu avec ses propres racines et ses propres valeurs. Les repères et les cadres moraux ne sont plus là, ou sont brouillés, ou ne sont plus opérationnels. Ils cèdent la place à quelque chose qui est là, amorphe, qui ne nous appartient pas et que nous n'arrivons pas à nous approprier de manière correcte et valable et constructive. Cette crise de valeurs vient en tête et se répercute sur la gouvernance, se répercute sur les conditions sociales, les conditions économiques, sur la pratique politique, l'approche de l'État, des biens de l'État, des structures de l'État, et donc rend absolument sombre la situation. L'autre aspect, c'est bien sûr la crise politique. Crise politique dans le sens où, dans un système politique démocratique normal, il va de soi que le pouvoir ne peut pas faire tout seul une démocratie. L'opposition non plus ne peut pas faire toute seule une démocratie. Il faut les deux. Il faut la jonction entre un pouvoir ouvert aux valeurs de la démocratie et une opposition qui joue le jeu démocratiquement. Ce sont les deux pôles d'un même système qui s'appelle le système démocratique. Chez nous, force est de constater que cette situation normale n'existe pas. Nous sommes en face d'un pouvoir qui méprise et qui ignore dans les faits, pas en parole, dans les faits, qui ignore et qui méprise l'opposition et qui sécrète en son sein tous les facteurs de maintien du pouvoir, de maintenir un pôle ou un acteur continuellement et perpétuellement gagnant et un acteur perpétuellement et continuellement perdant. De manière à ce que 30 ans d'essais, de tentatives de greffer une vraie démocratie dans ces pays, nous n'arrivons pas
à faire une seule alternance démocratique entre deux présidents élus, même mal élus. Même mal élus. C'est toujours par coup d'État que nous procédons, suivi d'élections, et puis succédant à lui-même, le monsieur qui est au palais remporte haut la main l'élection. Oui, cette situation anormale est une situation porteuse de facteurs chrysogènes évidents. Oui, mais ne pensez pas, il ne faut pas, monsieur le ministre, que c'était le même jeu à l'époque du président Taïa. Mais bien sûr, le système est resté le même. Le système est resté le même. Je ne comprends pas pourquoi chaque fois qu'une critique est adressée au pouvoir en place, on rétorque « cela existait avant ». Bien, laissez alors ce qu'il y avait avant. Si tous ces changements dont parlent les radios, les télévisions, toutes ces réformes, tous ces progrès, fait que chaque fois on nous dit c'est ce qu'il y avait avant, je ne vois pas pourquoi, où réside le changement. Vous touchez là où je veux en venir, c'est-à-dire que vous étiez dans le système d'avant. Vous avez accepté le fait. Aujourd'hui, vous vous opposez à ce système. Le temps compte, mes chers amis. Vous ne pouvez pas renverser un pouvoir. Vous le renversez. Vous faites 10 ans après pour nous dire c'est exactement ce qui était. Si le pouvoir de 2005 était encore en place, qui vous dit qu'il n'aurait pas fait toutes les réformes dont la Mauritanie a besoin aujourd'hui? Qui vous dit qu'il serait... est-il raisonnable de penser qu'il allait piétiner à la même place, au même endroit? N'a-t-il pas progressé, lui, durant ces 20 années? N'a-t-il pas réalisé, pas à pas, certains progrès, certaines réformes? Donc, la réponse consistant à masquer ce qui manque aujourd'hui à la Mauritanie en disant qu'elle est ce qu'elle était, ne correspond à rien de sérieux. Nous ne voulons pas qu'elle reste là où elle était, justement. Au contraire. Nous voulons qu'elle progresse. Nous voulons qu'on nous dise qu'elle n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Que la comparaison se fasse avec l'avenir, avec ce que nous souhaitons être, et non pas ce qui était. Comparer la situation d'aujourd'hui à ce que nous souhaitons, à ce qu'elle soit aujourd'hui. À ce qu'elle aurait dû être aujourd'hui, non pas à ce qu'elle était il y a 7 ou 8 ans. Vous comprenez? Très bien. Donc, quelle solution préconisez-vous actuellement? Il y a des scénarios possibles par rapport à la situation actuelle telle que je la vois. Il y a un scénario pessimiste. Il y a un scénario modéré et il y a un scénario optimiste. Le scénario pessimiste, c'est celui de continuer à piétiner, continuer à s'ignorer les uns des autres, le pouvoir continuant solitairement et souverainement et ostentatoirement sa marche, défiant l'opposition, défiant les appels au changement, à la solution correcte et à la prise en charge des problèmes tels qu'ils se posent. Scénario pessimiste, c'est-à-dire que le pays ira vers un mur, un avenir sans lendemain. Un scénario qui n'offre absolument pas de solution ni de sortie de crise. Et les cris des opprimés s'élevant de partout, les protestations, les revendications, qu'elles soient de travailleurs, qu'elles soient de diplômés chômeurs, qu'elles soient d'agriculteurs, dont dessaisis ou dépossédés de leurs terres,
que ce soit les revendications pour une réforme agraire juste, ou pour du travail pour les chômeurs, que ce soit les boutiquiers des marchés de la capitale inquiets et inquiétés, ne sachant absolument rien de leur sort. Bref, tous ces cris et toutes ces protestations jointes au repli identitaire, aux replis identitaires et aux revendications de droits qui avançaient et des voix qui s'élèvent un peu partout dans les pays de couches, de castes, de problèmes d'identité. Tout ceci me fait craindre le pire. Et j'appelle cela, moi, débouchera sur un scénario absolument pessimiste. Il y a un scénario modéré. Le scénario modéré, à mon sens, c'est celui de continuer, kahikaha, en agissant par compromis, par arrangement de telle ou telle situation, comme celle qui vient de se passer avec les travailleurs de surveillance. Ah oui, et qui pourra se répéter avec d'autres mouvements revendicatifs, d'autres doléances, comme le dialogue avec les représentants des commerçants des marchés de la capitale. On peut continuer comme ça, kahikaha, et arriver au terme du mandat, nous retrouver dans une situation où le chef de l'État accepte de se retirer, conformément à la Constitution, et le pays pourra à ce moment-là voir comment il pourra s'adapter à la situation et entrevoir l'accès à une alternance pacifique, démocratique et sereine. Ça, c'est un scénario modéré qui peut arriver. Le scénario le plus optimiste, et celui pour lequel nous militons au FNDU, celui pour lequel nous appelons, c'est un scénario où dès maintenant, les bonnes volontés se préparent à comprendre qu'il faut une sortie de crise et le plus tôt possible. Il faut non pas naviguer à vue comme ça au jour le jour, mais anticiper les situations et leur chercher dès à présent les solutions qui conviennent. Il faudrait que par le dialogue, par la concertation, en faisant participer l'intelligence collective de tous les Mauritaniens, nous puissions arriver à une situation où nous évoluions dans un cadre concerté, serein, et que nous trouvions des solutions consensuelles aux problèmes qui se posent et qui peuvent permettre au pays de décoller véritablement et de quitter cette situation de démocratie de façade, de formelle, de pure forme, vers un vécu démocratique réel. Ce scénario est possible, ce scénario est le nôtre, c'est celui pour lequel nous nous préparons à lutter et à faire pression afin de le faire prévaloir dans le pays. Très bien. Donc c'est un appel au dialogue. C'est un appel à trouver les solutions qu'il faut au pays. Nous ne portons pas, nous, la responsabilité de faire parvenir, de résoudre les problèmes du pays. Nous sommes à l'opposition. Il revient au pouvoir de prendre ses responsabilités. S'il prend ses responsabilités, s'il prend conscience de l'acuité des problèmes qui se posent, s'il prend conscience du fait qu'il va au-devant d'une situation telle qu'il faut qu'elle soit préparée et qu'elle soit mûrement réfléchie et que l'ensemble des acteurs politiques puissent la travailler ensemble, s'il prend ses responsabilités et qu'il engage des mesures concrètes de nature à gagner la confiance du FNDU et à baliser une voie qui puisse nous permettre d'espérer qu'il va dans une entreprise mûre, responsable et sérieuse, à ce moment-là, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Très bien, bien entendu.
Monsieur le ministre, venons-en maintenant à vos nouvelles responsabilités au sein du FNDU. En quoi consistent les tâches dévolues au secrétaire exécutif? Le secrétaire exécutif, sa mission est de travailler en équipe avec les présidents des commissions et avec les autres membres du bureau exécutif pour traduire dans les faits le programme d'action tel qu'il avait été adopté par le Conseil national d'orientation. Et en quoi la structuration du FNDU, l'adoption de son programme et de son plan d'action vont-ils contribuer à la dynamisation de l'action politique de cette coalition de l'opposition? Pardon? Je reprends. En quoi la structuration du FNDU, l'adoption de son programme et de son plan d'action vont-ils contribuer à la dynamisation de l'action politique de cette coalition de l'opposition? Oui, il y a une clarification à apporter. Le FNDU est un ensemble d'acteurs sociopolitiques et syndicaux. Il ne faut pas l'approcher comme étant un parti politique ou comme étant un ensemble purement politique. À travers le FNDU, l'expérience que nous tentons est celle de rassembler le peuple mauritanien sur la base la plus large possible, afin de pouvoir y instaurer les débats souhaités, la discussion dont le pays a besoin, et sortir des solutions et des propositions émanant de l'ensemble des peuples mauritaniens. C'est ainsi que vous y trouvez les principales centrales syndicales dans le pays. Celles-ci ne sont pas forcément concernées par qui gouvernent ou qui ne gouvernent pas. Leur raison d'être est principalement revendicative et se situe sur la plateforme de défense des intérêts des syndiqués. Seulement, le pouvoir étant fermé même au dialogue social, il trouve dans le cadre du FNDU les alliances qu'il faut pour soutenir leur propre cause et leur propre démarche. Vous trouvez également au FNDU des organisations de la société civile qui, elles, ne sont pas forcément des organisations politiques à but politique ou concernées par la raison politique des partis. Elles ont leur propre plateforme de défense, surtout de défense des droits de l'homme et de défense des questions de liberté. Les horizons bouchés du côté du pouvoir s'arabattent, ces ONG s'arabattent vers le FNDU où elles trouvent l'espace et le cadre qui convient à leur propre mouvement, à leur propre démarche et à leur propre cause. Vous avez des personnalités indépendantes qui, elles, ne sont absolument pas structurées dans un cadre partisan et qui ne défendent pas des positions partisanes, qui se retrouvent uniquement comme facilitateurs, comme modérateurs vers la recherche de solutions aux problèmes que les pays connaissent, aux problèmes politiques, etc. Mais le FNDU leur offre le cadre idoine pour pouvoir assumer ce rôle. Et il y a des partis politiques. Donc vous comprenez, quand vous parlez du FNDU, ayez à l'esprit cet ensemble d'acteurs qui font que le pouvoir, en fait, fait face à la Mauritanie. Ce n'est même pas le terme pouvoir-opposition ne s'applique pas quand il s'agit du FNDU. C'est peut-être le pouvoir et la Mauritanie, le peuple mauritanien. Très bien. Vous faites partie exactement de ces personnalités indépendantes du oui. FNDU. Très bien. Les détracteurs du FNDU, monsieur le ministre, ne manquent pas
une occasion pour rappeler que votre coalition est en proie à des divergences de taille. Qu'en est-il exactement? Il n'y a pas de divergence de taille, ni même de divergence qui ne soit pas de taille. Ce qu'il y a, c'est que nous ne sommes pas en Mauritanie, nous ne sommes pas habitués au débat. Nous ne sommes pas habitués à la diversité des points de vue. Nous ne sommes pas habitués au dialogue interne dans les structures. Nous sommes habitués plutôt au parti unique ou à ce qui ressemble au parti unique. C'est-à-dire un homme qui décide. Voilà, un point entré. Donc, les décisions peuvent être prises à la seconde près. Elles sont instantanées parce qu'elles traduisent simplement la volonté d'un homme. Mais quand vous prenez les FNDU, avec ces 4 pôles dont j'ai parlé, les syndicats, la société civile, les personnalités indépendantes, les partis politiques, et que vous vouliez faire prendre une décision, le bon sens et la logique vous diront tout de suite le temps que ça va prendre, les débats que ça va susciter, les controverses qui peuvent naître de ces prises de décision. Mais cela est en faveur de ces décisions. Ça leur donne plus de crédibilité, ça leur donne plus de poids, ça les rend plus profondes, plus proches de la vérité, et plus proches de la volonté et exprimant mieux la volonté des peuples et des populations. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les textes, les statuts et les règlements intérieurs des FNDU prévoient que les présidents, les secrétariats exécutifs sont élus pour un mandat de 4 mois non renouvelable. Par souci d'alternance et par souci de faire participer l'ensemble des composantes des FNDU et les mettre à l'épreuve et se sentir franchement impliqués et donc une démarche participative, les 4 mois étant terminés, il fallait mettre en exécution les termes de statut et donc renouveler les structures. Les personnalités indépendantes avaient la présidence en la personne du président Cheikh Ahmed El-Babami. Et les partis politiques avaient le secrétaire exécutif. Il fallait maintenant renouveler, faire jouer, activer l'alternance, et les partis politiques sont maintenant à la présidence. Ces partis, ce pôle de partis politiques s'est réuni et a décidé à l'unanimité et par consensus que le président Ahmed Ould Daddah soit président du forum. C'est tout. Les autres pôles l'acceptent volontiers parce que les textes, c'est ce qu'ils prévoient. Les personnalités indépendantes ont désigné un autre comme secrétaire exécutif à l'unanimité. Donc il n'y a absolument pas de divergence, il n'y a absolument pas de friction, absolument pas. Mais il y a débat, il y a échange d'opinions, il y a recherche des meilleures solutions possibles et des meilleures décisions possibles à prendre entre plusieurs intelligences et plusieurs composantes, ce qui est bien sûr, ce qui pourrait bien sûr étonner ou surprendre ou ne pas correspondre à l'unité telle qu'elle est vue par les partisans du parti unique, de l'homme unique, de la décision unique, du Superman qui guide tout, qui régit tout, qui décide pour tout. Voilà. Très bien. De nombreux sites d'information du pays ont attribué à des responsables du FNDU exactement des déclarations dans lesquelles ils ont affirmé que votre coalition se refuse jusqu'à reconnaître la nouvelle institution de l'opposition. Une rumeur? Non, reconnaître la nouvelle, disons, la nouvelle direction ou le nouveau chef de file de l'opposition démocratique, ça c'est acquis au terme de la loi.
il n'y a absolument pas de contestation possible. Et si vous avez bonne mémoire, le président Ahmed Ould Daddah, président sortant, a fait la passation de service et a souhaité la bienvenue bien avant que le Conseil constitutionnel ne se prononce et bien avant que la nouvelle institution soit mise en place. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce qu'il y a, c'est que les FNDU, ne reconnaissant pas l'élection ayant conduit à la mise en place de cette institution, n'est absolument pas concerné ou engagé par les décisions de celle-ci et les démarches de celle-ci. Oui, mais le président Hatem, exactement Salih Hanana, a bien dit que le FNDI, il est d'ailleurs votre porte-parole, enfin le porte-parole du FNDI. Oui. Donc il a bien dit que le FNDI ne reconnaît pas l'institution démocratique. Oui, il ne la reconnaît pas dans le sens que je viens de dire, c'est-à-dire que nous ne sommes pas engagés par ce qu'elle dit et par ce qu'elle fait. En cela, vous pouvez considérer cela comme une forme de non-reconnaissance. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous ne sommes pas en confrontation avec cette institution. Pour nous, elle se situe dans le cadre de la famille de l'opposition élargie. Smani. C'est un membre de l'opposition élargie. Elle n'est pas en dehors du champ d'action de l'opposition au pouvoir en place. Et nous entendons bien de lui dire, et nous attendons d'elle qu'elle joue le rôle qui doit être le sien dans l'ancrage du pays à une vraie démocratie, à une démocratie réelle. Donc, que l'on ne s'y trompe pas. Le champ de l'opposition est extrêmement vaste en Mauritanie. Il y a plusieurs oppositions et plusieurs familles et sensibilités de l'opposition, et dont le chef de file et l'institution de cette démocratie en est une. Et nous ne sommes absolument pas en confrontation avec elle. Si querelle il y a, c'est une querelle de famille. C'est clair. Très clair. Le linge sale se lave bien en famille. Il n'y a pas de linge sale outre mesure. À terme, je suis convaincu que l'objectif est le même. Quand on est opposition, on est opposition. Les divergences peuvent se situer dans l'approche, le style, le tact et disons la considération de tel ou tel aspect de la situation. Mais globalement, l'opposition est l'opposition par rapport au pouvoir. Voilà. Très bien. Je voulais bien, monsieur le ministre, que vous expliquiez un tout petit peu aux téléspectateurs l'élection de Ahmed Daddah, président du RFT, au poste du président du Forum. C'est ce que je viens de vous dire. Oui, mais je le veux pour les spectateurs. Le président, j'espère bien qu'ils étaient avec nous, les téléspectateurs. Le président Ahmed Ould Daddah est élu président du Forum par le pôle des partis politiques. Le pôle des partis politiques auquel revient la présidence tournante, si vous voulez, ou la présidence en exercice du Forum, a choisi Ahmed Ould Daddah. Et je me demande qu'est-ce qu'il y a de surprenant là-dedans. Le parcours de l'homme, le poids de son parti à l'intérieur du pôle politique lui-même, fait qu'une telle élection à la tête du FNDU n'a absolument rien de surprenant. Ce qui est surprenant, c'est tout le bruit et tout le vacarme fait autour de cela. Donc, il s'agit simplement d'une composante du forum à laquelle revient de désigner un président pour l'ensemble du forum. Cette composante, c'est-à-dire le pôle politique, a désigné
le président Ahmed Ould Daddah. De la même manière que le pôle des personnalités indépendantes, lorsqu'il a été requis de lui de proposer un secrétaire exécutif, s'est réuni et à l'unanimité a présenté un secrétaire exécutif. C'est-à-dire que chaque pôle s'est réuni pour avancer. Voilà. La prochaine fois, quand ce mandat sera terminé, sûrement que les syndicats et la société civile auront leur tour à passer. Donc, il n'y a rien de... C'est absolument régulier, correct, normal, transparent. Il n'y a absolument rien là-dedans qui puisse poser problème. Voilà. J'avais comme invité la semaine dernière l'ex-secrétaire exécutif, en la personne de Moussa Fall. Vous êtes le tout nouveau secrétaire exécutif. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur le Forum national pour la démocratie et l'unité? Qu'est-ce qui n'a pas été dit par... Je n'ai pas compris. Par nous. Qu'est-ce qui n'a pas été expliqué sur votre forum? Ou vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais dire que le forum, comme je l'ai expliqué, est une forme d'organisation nouvelle. Ce n'est ni un parti, comme j'ai dit, ni un groupe de partis politiques. C'est beaucoup plus. C'est un ensemble. C'est un ensemble de partis politiques, de syndicats, d'ONG, de la société civile, de personnalités ouverts à toutes les bonnes volontés du pays et dont la mission est celle de faire pression sur le pouvoir en place par les moyens pacifiques, par les moyens légaux, par les moyens démocratiques, que cela soit clair, afin de l'amener à pouvoir descendre de sa tour d'ivoire pour voir la réalité du pays en face et entreprendre de chercher à baliser un terrain pour trouver les solutions idoines, les solutions les meilleures pour sortir ce pays de ce climat de crispation, de ce climat de tension latente qui est là. Bref, de crise. Voilà, de crise. J'ai dit cela mais pour être bien compris. Une situation de crise, une situation de tension latente, il faut la prendre telle qu'elle. Je ne dis pas que la Mauritanie est un État en faillite. Vous comprenez? Oui. L'État mauritanien n'est pas en faillite, il est là, il existe. Il accomplit tant bien que mal sa mission. Dans certains secteurs, peut-être mieux que d'autres, etc. Mais il est là, l'État. Il est simplement fragile. Il fait partie, à mon sens, de l'ensemble des États dits fragiles, c'est-à-dire où des tas de menaces pèsent sur lui. Mais loin de moi l'idée de dire que c'est la faillite, et que, etc., etc. Non. Je crois que nous sommes à un niveau de responsabilité et de maturité tel que les mots doivent être pesés et les concepts doivent avoir le sens qui est le leur. C'est vrai. Dernièrement, monsieur le ministre des Affaires étrangères a déclaré récemment devant la Commission des relations extérieures du Parlement que le gouvernement n'est pas satisfait du rendement de la plupart des ambassades du pays. Comment expliquez-vous, en tant qu'ex-ministre des Affaires étrangères, cette reconnaissance d'impuissance? Il a raison de le dire. Ah bon? Ah oui, il a confirmé. raison. Oui, absolument. Il a raison de le dire. Les ambassades ne sont absolument pas outillées, l'outillage qu'il faut, et ne sont pas nantis au niveau qu'il se doit et qu'il faut pour pouvoir assumer leur rôle. Cela s'étend sur les moyens logistiques, les moyens matériels et financiers indispensables pour pouvoir faire passer un discours, faire passer une action, disons, efficace au niveau international, mais également ne sont pas nantis en termes de ressources humaines, en termes d'expertise, en termes de cadres compétents. Vous savez, dans ce pays, malheureusement, la règle est inversée. La règle dans toutes les sociétés normales, civilisées, c'est qu'il faut être pour avoir. Exact. Malheureusement, en Mauritanie, il faut avoir pour être.
Je vais expliquer cela à vos téléspectateurs. Être pour avoir, c'est-à-dire il faut être compétent, être digne, être honorable, être diplômé, être en conformité avec les critères demandés pour avoir. Donc, être pour avoir. Dans notre pays, malheureusement, la règle est inversée. Il faut avoir pour être. Il faut avoir tel parent, avoir telle voiture, avoir tel argent, avoir tel ceci pour être. Et ça, c'est extrêmement grave. Et ça se traduit un peu partout. Et ça revient, ça nous ramène à cette crise de valeurs et à cette perte de repères moraux et les cadres moraux et le sens civique qui malheureusement ne vont plus avec, et qui s'accompagnent des solidarités qui s'essoufflent, qui s'accompagnent de l'affaiblissement de la cellule familiale, de tout, c'est-à-dire une société carrément en déperdition. Donc, pour revenir aux ambassades, elles ont besoin effectivement d'un soutien et d'un appui et d'une nouvelle approche pour les dynamiser. En termes d'hommes d'abord, il faut d'abord les compétences et les valeurs humaines sûres pour pouvoir faire ce travail, et ensuite l'appui logistique. Donc je me félicite de cette nouvelle orientation qui va être prise, à condition toutefois qu'elle se déroule dans les faits, parce que l'expérience, surtout avec le pouvoir en place, nous apprend et nous a appris que dire une chose et de dire je vais changer la diplomatie, une autre est de la changer effectivement. Une chose est de dire je suis partisan du dialogue, une autre chose est de passer au dialogue sérieusement. Vous comprenez? Mais, Monsieur le ministre, vous étiez à la tête de notre diplomatie et vous saviez ce qui, bien sûr, ce qui cloche dans ces ambassades. Pourquoi n'avez-vous pas, à l'époque, pris une initiative? Vous voulez que je vous dise que rien n'allait, c'est tout. On est beaucoup mieux aujourd'hui parce qu'on comprend. Ah, vous dites d'or. Non, pas du tout. Non, si, parce que à l'époque, il y avait ces problèmes-là, exactement. C'était les mêmes problèmes. Voilà. Ok, monsieur. Il fallait me dire, après vous, les ambassades ont évolué de ceci et de cela. Elles ont progressé de ceci et de cela. Mais quand vous me dites qu'elles sont au même stade... Non, mais du moment que c'est le ministre lui-même en charge de ce secteur qui nous dit vraiment ça ne va pas. C'est-à-dire que ça ne va pas. Donc ça n'allait pas. Vous nous confirmez que ça ne va pas. Oui, mais c'est... Et que ça n'allait pas. Quand ça ne va pas aujourd'hui, c'est raison de plus de comprendre que ça n'allait pas avant. Okay. Le temps compte. Je ne comprends absolument pas cette opinion qui veut faire carrément gommer les combien? Les presque 10 ans. Les presque 10 ans qui se sont écoulés depuis le coup d'État de 2005 pour dire chaque fois Kharso 2005, non, Kharso 2015. Oui, non. Mais voilà. Pourquoi je repose la question? Vous étiez en charge de ce dossier. Enfin, vous étiez le chef de ce département. Et vous nous confirmez aujourd'hui que rien ne va dans ces diplomaties. Aujourd'hui, le ministre, ce que j'ai dit, c'est que le ministre a raison de dire ce qu'il a dit. Et qu'il doit être appuyé et soutenu dans sa volonté et dans son programme de réforme et d'amélioration de la situation des ambassades. Je crois que personne à l'opposition ou à l'intérieur du pays ou n'importe où il se trouve peut dire non. On peut mettre en doute, jusqu'à preuve du contraire, la volonté de mettre cela en exécution sur le terrain, dans les faits. Mais l'engagement lui-même et l'orientation elle-même et la démarche elle-même ne peut qu'être appuyée et soutenue. Très bien. Donc, comment, vous connaissez bien la diplomatie, comment se portent sincèrement les relations diplomatiques entre nous et nos voisins proches,
Maghreb arabe, Sénégal, l'Afrique de l'Ouest. Brièvement. Je crois que globalement, ça va. Globalement, ça va. Avec le Sénégal, qui est donc le plus important, et ça, je ne sais pas si tout le monde est d'accord là-dessus, le Sénégal est le partenaire et le voisin et le frère le plus important pour la Mauritanie. Vous étiez ambassadeur au Sénégal. J'étais ambassadeur au Sénégal. Parce qu'avec le Sénégal, les relations se posent non pas en termes d'indépendance l'un vis-à-vis de l'autre, mais en termes d'interdépendance. Vous savez qu'avec les changements climatiques, les années de sécheresse successives, en termes de stratégie de sécurité alimentaire en Mauritanie, il y a inexorablement une poussée du nord vers la vallée du fleuve Sénégal. Inexorablement, en termes de pâturage, en termes d'agriculture, en termes de sécurité alimentaire. Inexorablement, le déplacement se fait du nord vers la vallée du fleuve Sénégal. C'est vrai. Voilà. Ce qui me fait dire que nous devons faire très attention en relation avec le Sénégal, qui doivent être des relations d'interdépendance, des relations de fraternité, sans compter l'histoire et le nationalisme transfrontalier qui nous lie en fait des collectivités qui sont là et qui sont là-bas et des familles qui sont, etc. Donc, je considère que cette relation-là doit être prise en considération et passée en priorité. Et ne jamais accepter que les difficultés entre voisins, même dans une seule famille, ne débordent au point de nous faire vivre ce qui a été vécu en 89. Voilà, dans le temps. Les problèmes de pêche, les problèmes de pâturage, les problèmes d'immigration, etc. Tout ceci doit être traité de la meilleure façon, les conditions possibles. Je me réjouis que le président, le chef de l'État est allé au Sénégal déjà, je crois, deux ou trois fois, chaque fois que l'occasion s'est présentée, et que le président Macky Sall est également venu chez nous. Ça traduit en termes diplomatiques que le courant passe. Avec le Mali, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué en raison de la situation dans le nord du Mali. Dans le nord du Mali, la Mauritanie a des affinités, elle a des intérêts, elle a des formes de prolongement vers le nord du Mali qui font que vis-à-vis du Mali, elle peut être un partenaire privilégié dans la mesure où son poids et son crédit auprès de certaines populations ou certains mouvements de la région du nord du Mali peuvent être de grande utilité dans la stabilité et les recherches de solutions aux problèmes du Mali. Ça, c'est un fait. Mais cette réalité peut également être perçue dans le sens contraire et mettre en doute un peu sa volonté, son impartialité ou son engagement aux côtés du Mali officiel. C'est donc une relation assez compliquée qui demande à être vue de près, examinée de près, et je ne suis pas tout à fait au fait de ce qu'il en est véritablement. Je crois qu'elle est en deçà de ce qu'elle devait être. Je crois qu'elle est en deçà de ce qu'elle devait être, la relation avec le Mali. Vis-à-vis du Maghreb, le Maghreb, je pense que on va au-devant d'une année 2015 extrêmement complexe au niveau du Maghreb arabe en raison de la situation, en raison du conflit du Sahara occidental, qui, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, commence à gronder, commence à revenir pas à pas sur le devant de la scène. Et il n'y a pas pour la Mauritanie et pour le Maghreb de problèmes plus
disons, qui méritent attention et prudence, autant que le problème du Sahara occidental. Ce qui est souhaité aujourd'hui, c'est que l'ONU, qui est donc l'instance saisie du problème depuis pratiquement 3 décennies maintenant, que cette ONU se réveille et qu'elle bouge de manière responsable, engagée, tranchante, en vue d'une solution qui va être mise en place coûte que coûte, c'est-à-dire assortie des sanctions qu'il faut, de l'appui logistique qu'il faut, etc., pour la mettre en exécution. Sinon, à force de faire traîner le problème, peut dégénérer, bien sûr. Tout peut arriver. Bien sûr. Tout peut arriver. Monsieur le ministre, le gouvernement vient de décider cette semaine d'uniformiser les khutbahs du vendredi dans toutes les mosquées, dans le but de mettre à contribution dans la lutte contre les séquelles d'esclavage. Que vous inspire cette décision, vous, Effendi? Vous savez, il y a une tendance en Mauritanie, et c'est la conséquence de la crise multidimensionnelle dont j'avais parlé, crise de valeurs, crise de gouvernance politique, sociale, etc. Une tendance à tout instrumentaliser. Instrumentalisation de l'État, instrumentalisation de la religion, instrumentalisation de l'homme, un objet, un instrument, etc. Et je pense que cette mesure n'a pas été bien réfléchie. Tout simplement parce que si vous ne laissez pas l'imam s'exprimer dans la tribune du vendredi, il le fera le mardi, le mercredi, le jeudi, la mosquée est la sienne, la jama'a est là, et rien ne l'empêche chaque fois, après chaque prière, de sermonner les gens et de dire ce qu'il a dans la tête. Je pense que ça n'a pas été bien réfléchi. Le monde d'aujourd'hui, la censure et vouloir dresser les gens, les instrumentaliser, leur mettre des œillères, ne voyez que ça, n'écoutez que ça, est une peine perdue. Est une peine perdue. Il aurait été mieux de les responsabiliser davantage et de leur dire vous êtes libres de dire ce que vous voulez. Mais comprenez que l'intérêt général, de notre avis, nous qui avons la puissance publique et qui sommes au premier chef responsables de la sécurité du pays et de sa stabilité, notre avis et notre opinion, c'est qu'il faut prêcher dans telle ou telle direction. À force de les éduquer de cette façon, à les convaincre, à les persuader, vaut mieux, à mon sens, que celle de leur dire, voilà, lisez ces textes et puis on n'en parle plus. Mais ils vont les lire. Mais dans leur esprit, si ce n'est pas leur conviction, leur croyance, une fois le papier rangé, Salat al-Asr, immédiatement après, ils diront ce qu'ils ont à dire. Et ils le font. Et ils le font. C'est sûr. Donc, quelle lecture faites-vous? Ça n'a pas été suffisamment réfléchi, ça n'a pas été mûrement réfléchi, à mon sens. Laissez les gens s'exprimer, prenez en charge la libre expression des gens. C'est la même chose par rapport aux autres problèmes auxquels je crois nous viendrons, tels que l'unité nationale, etc. Exactement, à ces discours sectaires, xénophobes de ces derniers temps. Que vous inspire-t-il, ces discours? Vous avez par exemple des discours sectaires, xénophobes, ces derniers jours, et puis en un certain temps, il y a l'arrestation de Biram Oulda, oui, tout ça. Voilà. Donc, c'est exactement un exemple qui confirme ce que je vous disais tantôt. Nous sommes en pleine mondialisation. Des identités, les réflexes identitaires. Vous savez, la mondialisation est un phénomène ambivalent extraordinaire. Au même moment où il transforme le monde en village planétaire,
il, il, il fait, il est accompagné d'un retour vers les identités superficielles, disons, de manière extraordinaire. S'agissant de Biran, de l'Ira, des flammes, on ne peut pas, dans un pays où la diversité s'exprime, on ne peut pas construire la citoyenneté en écartant systématiquement et en ignorant arbitrairement les différences. Vous pensez que depuis 1960, notre discours a toujours été que nous sommes un seul peuple, nous sommes une seule, on s'aime bien, on est ceci, on est cela. Ça n'a conduit à rien. C'est une façon de tricher avec le présent et qui ne prépare pas l'avenir. On ne peut pas construire un État démocratique, un État de citoyenneté, en marginalisant et en écartant les particularismes. Ce qu'il faut, c'est les prendre en charge et les vider de leur charge destructive, en les amenant sur un terrain de liberté, sur un terrain légal, sur un terrain d'expression libre, en faisant d'eux un acteur normal, comme tout autre. Vous comprenez? À ce moment-là, vous pouvez enlever la charge émotionnelle, la mettre de côté et trouver des opérateurs et des acteurs qui soient bons. Par exemple, prenez le parti de Sar Ibrahima. C'est un parti dont le discours est ethniciste. L'AJD. C'est un parti dont le discours est ethniciste, carrément. Mais quel effet il a dès lors qu'il a intégré le processus électoral et le processus de vie politique normal? Quel mal il fait aujourd'hui? Rien. C'est un député à l'Assemblée nationale, son épouse aussi, et c'est un acteur comme tout autre politique qui joue son rôle et qui apporte sa contribution et sa pierre à l'édification de l'État de droit. Alors, faisons la même chose par rapport à tout le monde. Laissons ces particularismes s'exprimer, ils s'exprimeront de toutes les façons, avec ou sans notre autorisation. Vous comprenez? Laissez-les s'exprimer dans un cadre légal, dans un cadre constructif, dans un cadre autorisé, permis, en mettant les garde-fous par la loi et par la loi seulement, en faisant appliquer la loi. L'arrestation de Biran, nous, au FNDU, nous avons à peu près acquis la certitude qu'elle s'est faite de manière arbitraire et que ce monsieur-là n'était absolument pas partie prenante ni à la marche, ni au meeting qui allait se faire. Il était invité par les organisateurs, qui, eux, sont autorisés par le préfet, par le hakam de Bogué. Il se trouve être en prison. Ce que nous demandons aujourd'hui pour lui, sans tenir compte du contenu de ce qu'il dit, ni de ce qu'il fait, ni de ce qu'il fait. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Bien sûr. Ce n'est pas mon sujet. Être avec lui ou contre lui, ou etc., etc. Indépendamment de ses idées et de ses opinions, nous demandons pour lui un procès équitable, un procès ouvert, un procès équitable, un procès juste. C'est vrai. Et nous mettons en garde contre les parodies de procès, qui ne feront qu'aggraver davantage la situation. Bien. À en juger par la teneur de leur communiqué, certaines formations membres de la CAP, coalition de l'alternance pacifique, notamment l'APP et SAWAB, ont adopté des positions proches de celles du FNDU. Qu'est-ce qui a motivé, selon vous, ce rapprochement? Je vous avais dit déjà que la CAP, l'institution de l'opposition démocratique, et bien d'autres segments de la société, et vous, et les techniciens qui sont là avec nous, tout ce monde-là est potentiellement du FNDU. Comprenez bien. Sans l'annoncer, vous dites? Non, mais parce que le FNDU, c'est quoi?
c'est l'ensemble des bonnes volontés qui désirent à ce qu'une solution juste et crédible soit trouvée à la Mauritanie de manière à décoller et à quitter cette démocratie de façade qui a trop duré vers un vécu démocratique réel, véritable, garantissant l'unité, la stabilité du pays. Je vous dis que la CAP fait partie de la famille élargie de l'opposition. Où est-ce que vous voulez qu'on la situe? Avec le pouvoir. Alternance pacifique, coalition de l'alternance pacifique. Elle n'est pas, elle ne s'arrange pas du côté du pouvoir. Elle n'est pas partie prenante au gouvernement. Elle n'est pas partie prenante à la gestion de l'État. Elle a son point de vue et sa démarche elle-même en tant qu'opposition qui fait qu'avec les partis politiques du FNDU, ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut. Et chacun suit son chemin, mais les deux chemins conduisent et conduiront à ce que l'opposition mauritanienne ou les partis d'opposition de Mauritanie puissent un jour ou l'autre se concerter et trouver une plateforme qui fait que leur action puisse être utile au pays. Espérons. Voilà, le gouvernement, par la voix de l'un de ses membres, et les FNDI, par celle de son chargé de communication, ont exprimé il y a quelques jours leur disponibilité à engager un dialogue sincère. Qu'est-ce qui empêche la tenue d'un tel dialogue pour sortir la Mauritanie de cette crise dont vous parlez? Il faut poser cette question au pouvoir. Il faut poser cette question au président de la République. Pourquoi pas à vous, monsieur le secrétaire exécutif? Nous avons toujours demandé le dialogue. Eux, ils disent qu'ils ont toujours demandé le dialogue, c'est ça? Voilà, mais je vous dis qu'une chose est d'appeler au dialogue, une autre chose est de se préparer sérieusement et de le faire. C'est deux choses différentes. Une chose est de parler d'état de droit et de démocratie, une autre chose est de faire un état de droit et faire une démocratie. L'expérience ici a habitué les gens à un fossé énorme entre ce qui se dit et ce qui se fait. Comment voulez-vous qu'il y ait un dialogue alors que les médias officiels, sont fermés aux forces d'opposition? Il n'y a aucun dialogue dans ce pays-là, ni le dialogue social. Vous avez vu ces pauvres travailleurs qui étaient en sitting. Vous avez vu ces juristes, ces mouvements de juristes vers Rosso qui sont en prison. Vous voyez, il n'y a pas de dialogue, ni social, ni économique, ni politique. Si le président de la République prend ses responsabilités et prend des décisions convaincantes pour persuader l'FNDU, l'opinion publique nationale, qu'il va vers le dialogue et qu'il va vers une solution de crise qui va conduire à la participation effective de toutes les composantes de la scène politique et de tous les acteurs politiques à travailler ensemble, à mettre en exécution ces solutions, à ce moment-là, vous me poserez cette question, je vous donnerai notre réponse. Mais il ne se passe rien de tout cela. Qu'un responsable de tel ou tel parti de la majorité dise nous on est prêts pour le dialogue, ça n'apporte pas grand-chose de nouveau à la scène, c'est la scène politique. Très bien. Espérons, monsieur le ministre, un dialogue très proche. On va parler un mot sur l'économie, oui, si vous voulez. Voilà. Quelle analyse faites-vous de la situation économique actuelle dans ce pays? D'une manière générale, D'une manière générale, il y a beaucoup d'inquiétudes encore. Parce que durant ces dernières années, 2008, 2009, 2010, 2011, même 2012, ce pays a eu une rente extraordinaire, a vécu une situation de rente extraordinaire. Les prix ont monté partout. Ce que rapportait une tonne de fer a été multiplié par 10, s'il vous plaît, par 10, parfois par 12, par rapport à 2005 et 2004. Le pétrole,
l'or dont l'exploitation a commencé, et ça a produit énormément de ressources, qui ont été utilisées, l'utilisation que tout le monde sait, dans des projets dont la productivité en tout cas et la rentabilité n'est pas convaincante. Aujourd'hui, on est dans une situation inverse. On va vers une diminution très grande des possibilités en termes de ressources. Le prix du fer diminue de moitié, voire même de 2 tiers. Pétrole, de l'or, c'est ça. Le pétrole, l'or, le poisson en difficulté aussi. L'accord précédent s'achève, le nouveau tarde à venir. Tarde à venir. Donc c'est ça, les ressources essentielles d'exportation de la Mauritanie. Donc on va au-devant d'une situation où les ressources vont manquer. Bien sûr que les acrobaties entreprises actuellement par le pouvoir pour remédier à cela ou pallier à cela ne pourront pas être supportées par le consommateur pendant 1 année, 2 ans. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il pallie à cela en augmentant la TVA, ce qui va conduire immédiatement à une augmentation des prix, en agissant sur le prix du pétrole importé a baissé, a beaucoup baissé. Donc la facture énergétique qu'il payait, lui, a beaucoup baissé, mais il refuse de faire traduire cela par une baisse du prix du gasoil à la pompe. Le différentiel qu'il y a entre les deux, il essaie de pallier avec le prix du fer ou le prix de ceci, cela. Bref, des astuces de ce genre, la vente, le renouvellement des licences, des sociétés de GSM, etc. Mais ces astuces peuvent donner un peu de souffle ou un peu de moyens, procurer un peu de moyens ou de souffle pendant début 2015, mi-2015, peut-être même jusqu'à le dernier trimestre de 2015, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc la situation économique est inquiétante. C'est vraiment dommage. Ouais. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est sur ce mot, sur l'économie, que prend fin cette émission de Politis. Je ne saurais la terminer sans remercier vivement mon invité, Mohamed Vaoul Bellal. Merci beaucoup. Qui a bien voulu répondre à toutes nos questions à cœur ouvert. Merci beaucoup à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.